Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager, à liker et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On est presque arrivé aux 400 000 abonnés sur la chaîne et donc on a vraiment besoin de vous. En tout cas, ce matin, pour poursuivre cette matinale, je vous ai préparé une émission de haut vol parce que je voulais absolument nous parler de la trahison démocratique de l'Union européenne et également des différents traités. Et pour ça, je pense que j'ai des spécialistes en or ce matin avec moi qui ont accepté mon invitation et je les en remercie. D'abord, Alain Falinto. Salut Alain, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour. Bon, mais merci d'être là, cher Alain, entrepreneur et conseiller économique. Toi, tu es basé en Allemagne, entre l'Allemagne et la France, bien entendu. Et surtout, tu as écrit 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe, question de vie ou de mort aux éditions Riposte laïque. Et puis, tu as également aussi commis celui-ci, Alain Falinto, Frexit, tout va bien se passer. Et je le précise à titre, pour être tout à fait transparent, j'ai préfacé ce livre, pas parce que c'est Alain Falinto que c'est un ami, mais parce que c'est surtout un très, très bon livre qui me paraît absolument essentiel d'avoir lu. Et ensuite, je reçois pour débattre, ou du moins pour échanger, André Bonnet. Bonjour André, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Effectivement, l'actualité est assez chargée. Que ce soit ici ou là dans le monde, ça n'arrête pas. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. André, merci d'être venu. Vous étiez déjà passé au micro de l'incontournable Clémence Diakova, que je salue, et toute l'équipe de Tocsin, bien entendu. Vous êtes ancien magistrat, aujourd'hui avocat, et vous avez sorti cet excellent livre. Hein. Franchement, je vous le recommande, chers amis. André Bonnet, Référendum de 2005, l'épreuve de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne chez les amis de l'Artilleur, de la très bonne maison d'édition L'Artilleur. Vraiment une excellente maison. Donc voilà, 3 livres et 2 personnalités. Ce matin, on va essayer de faire le point là-dessus. Il y avait notamment l'anniversaire la semaine dernière. Hein. Cet anniversaire dont personne n'a parlé d'ailleurs. Je commence par vous, André. On n'en a pas trop parlé dans les médias de cet anniversaire la semaine dernière, de 2005. Alors, ce n'est pas étonnant parce qu'on est encore en position plus forte par rapport à cette omerta médiatique qu'en 2005, dans la mesure où toutes les conséquences morbides du traité apparaissent progressivement au grand jour et qu'aujourd'hui, on a tous les éléments nécessaires pour démontrer la réalité de cette trahison sans nom, sans précédent dont la France a été victime. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux lorsqu'on a participé à tout cela, d'ouvrir le débat, parce que les arguments maintenant sont prêts, les arguments sont incontournables. Et donc, dans un débat sur un plateau de télévision consacré à ce qui s'est passé en 2005, ceux qui ont participé au vote au Congrès en février 2008 de cette autorisation de ratification se trouvent nécessairement dans une position dramatique. Et c'est un petit peu ce qui est terrible, c'est qu'on a aujourd'hui encore des représentants politiques, des élus de partis politiques comme l'ancienne UMP, qui ont trempé là-dedans. Alors, pas forcément à titre individuel à l'époque, peut-être certains d'entre eux ont-ils été élus par la suite, mais ils continuent à se couler, si vous voulez, dans ce silence. Ils continuent à se couler dans ce déni de tout débat, parce qu'ils savent que ça va poser problème. Il y a eu récemment un colloque qui était organisé par, d'ailleurs, un des députés, les plus intéressants de ce qui reste de LR. Je pense à Aubert, l'ancien député. Oui. Oser la France, oui. Voilà, Oser la France, qui fait un colloque, mais dans ce colloque, en dépit de la qualité des intervenants, la question de la trahison elle-même n'est pas en cause. On glisse immédiatement sur la question générale, un référendum, oui, pourquoi, qu'est-ce qui reste de cette procédure qui est pourtant balisée par l'article 3 de la Constitution de 58 elle-même, mais on refuse d'envisager quelque chose. Et je me souviens d'avoir transmis mon ouvrage notamment à M. Aubert, en lui disant, écoutez, si vous voulez que je vienne intervenir à ce colloque, ce sera bien volontiers, mais il me connaît bien pourtant, hein, nous étions rencontrés à plusieurs occasions dans le passé, et je n'ai pas eu de suite à ma proposition. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, André Bonnet, là-dessus, et on va parler ce matin avec mes 2 invités. Alain, même question qu'André Bonnet. Finalement, on n'en a pas du tout parlé. Est-ce que tu partages l'analyse qui me semble très pertinente d'André Bonnet là-dessus? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bonnet, vous ne serez invité nulle part dans les médias de grand chemin pour parler de ceci, parce qu'on est devant, il s'apporte un nom, ce qui s'est passé s'appelle une forfaiture, que je sache. Donc une forfaiture au point de vue du droit, c'est-à-dire une trahison d'un fonctionnaire dans l'exercice de... C'est un crime d'ailleurs, dans l'exercice de sa charge, et une forfaiture au sens littéraire du terme, un manque de loyauté envers le peuple. Donc je pense que c'est unique dans
dans la Ve République, ce qui s'est produit, et les gens qui sont encore là, hein, dont monsieur, et qui ont trempé là-dedans, comme vous dites, dont monsieur Barnier, qui faisait partie du groupe Amato, dont monsieur Strauss-Kahn, qu'on voit plus beaucoup, mais qui en faisait partie, n'ont aucune envie que ça se sache, ainsi que tous les députés qui ont ratifié exactement le même traité en nous faisant croire que c'était différent. Mais le pire, c'est qu'ils nous avaient prévenus. Il nous avait prévenu avant que de toute façon, quel que soit le résultat du référendum, ça passerait quand même. Moi, j'ai identifié 4 phrases de M. Sarkozy et M. Juncker. M. Sarkozy, après le vote des Irlandais, il a dit il n'y a qu'à les faire revoter, avec la finesse qui le caractérise. Et si c'est long, il suffit de les faire revoter. Il avait dit aussi, avant le référendum, pourquoi vous voulez vous embêter à voter non ? Ça en dit long sur sa vision de la démocratie. Quant à M. Juncker, que tu apprécies particulièrement, Nicolas. Oui, la matière d'eau minérale d'ailleurs. Oui, entre deux rasades, il avait dit, je me souviens, si c'est oui, on avance, et si c'est non, on continue. Voilà. Et cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans la première page de mon livre, bien entendu qu'il y aura des transferts de souveraineté, mais serais-je intelligent d'attirer l'attention du public sur ce fait ? C'est-à-dire qu'il y a déjà la notion de secret. C'est-à-dire qu'avant Lisbonne, on construisait l'Europe sans nous, et après Lisbonne, on l'a construit malgré nous. Oui, tout à fait. Vous savez que le premier titre envisagé pour mon ouvrage, c'était la forfaiture démocratique. Ah oui. Finalement, on est passé à la trahison. C'était le vœu de mon éditeur qui est extraordinairement courageux. Il a pensé que c'était mieux. Je vais tout à fait dans votre sens. Vous savez, on peut dresser un florilège parce que c'est quand même intéressant. Quant à ce qui a été dit avant, alors, une information intéressante, je relis de temps en temps mon ouvrage avant des visios parce que je retombe toujours sur des choses qui sont frappantes au regard de l'actualité. Nicolas Sarkozy, quand il est à Bruxelles le 8 septembre 2006, il dit exactement la chose suivante. Nous ne pourrons pas faire voter les Français et les Néerlandais une deuxième fois sur un texte identique tant leur premier vote a été clair. C'est fait. Et en tout état de cause, nous savons que parmi les États qui ne se sont pas encore prononcés, plusieurs n'ont aucune intention de le ratifier. La France, quant à elle, doit à ses partenaires la clarté. En tout cas, pour ma part, je ne serai pas celui qui dira aux Français qu'ils ont mal compris la question qui leur était posée. Il y a 3 choses incroyables dans cet extrait. 1, le vote a été clair. Il le reconnaît, 55%. C'est dans un référendum sur un fond de problème posé, c'est extraordinaire. On apprend ensemble que les dirigeants européens savaient que le traité serait refusé par les peuples. C'est pour ça que chaque fois que les constitutions nationales permettaient d'éviter le référendum pour passer à une procédure parlementaire, c'est ce qu'ils ont fait, mais de façon cynique. C'est vraiment une volonté absolue. Et lui-même ensuite, Sarkozy, il dit, moi en tout cas, je ne serai pas celui qui dira aux Français, et il fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il est élu en 2007 sur un mensonge absolument ahurissant, et évidemment, son élection n'a aucune valeur de ratification finalement a posteriori du traité, puisqu'il est élu en faisant croire aux Français qu'il respecterait leur vote, qui ne serait pas celui qui ne tiendrait pas compte de leur refus. Alors après, on a ensuite des phrases qui sont, vous avez cité celle de Juncker, mais il y en a qui sont absolument incroyables. Je vois par exemple ce que disait Karel de Gucht, ministre belge des Affaires étrangères, le 23 juin 2007. Le but du traité constitutionnel était d'être plus lisible. Oui, il voulait être plus efficace tout en imposant un État supranational. Le but de ce traité, dit de Lisbonne, est d'être illisible. La Constitution voulait être claire alors que ce traité devait être obscur. C'est un succès. Et on pourrait citer un certain nombre de phrases, mais d'un cynisme monstrueux, en disant ce que nous faisons. Nous savons que c'est contraire à la volonté des peuples. Nous savons que nous avons systématiquement pris la procédure parlementaire pour contourner cette obstruction. Nous faisons ça cyniquement. Nous avons décidé une bonne fois pour toutes de ne plus tenir compte de ce que pourraient penser les peuples. Et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée sur Sud Radio auprès d'André Berkoff. J'étais à ce moment-là détaché dans une grande entreprise publique, j'étais à Strasbourg dans un grand colloque de droit européen. Sur l'estrade, les responsables du service juridique de la Commission, c'était juste après le vote du traité de Maastricht, celui que Alain Falanto décrit dans son ouvrage. Et cette personne dit, vous savez, nous avons eu la peur de notre vie et nous avons décidé de ne plus jamais donner la parole au peuple français. Et lorsque je me suis levé pour dire, mais l'Europe étant un principe animé par le principe démocratique, selon ce que l'on dit, comment pouvez-vous dire ce que vous êtes en train de dire? Et j'ai vu se tourner vers moi tous les visages des assistants à ce colloque qui se sont dit, mais quel est cet ovni? Nous sommes tous d'accord, nous qui sommes là, pour nous fiche pas mal de ce que pensent les peuples. Nous avons un projet technocratique que nous voulons imposer, une sorte de système universel dans lequel finalement la notion même d'Europe disparaît, d'où aucune référence à l'histoire, aucune référence aux racines, rien du tout. Ce qu'on veut, c'est des valeurs universelles relatives, et c'est ce qui nous apporte. Et que viennent faire ceux qui voudraient encore qu'on respecte la volonté des peuples?
Là-dessus, intéressant, Alain, sur ce que dit André Bonnet. Cette anecdote est absolument édifiante, mais malheureusement, en plus, c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis le début, en fait, la réalité. On a fait revoter des peuples. Je l'ai dit. Comment tu as réagi, effectivement, à cette forfaiture-là, aujourd'hui, après tant d'années? Et ce désastre économique dont on va parler aussi, hein, économique et démocratique aussi. Mais, tu ne peux pas reprocher à un scorpion de piquer. D'accord. L'Union européenne, enfin, ce qui est devenu l'Union européenne, avait un but dès le départ, spolier les nations de toutes leurs compétences. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que devant une structure elle est d'autant plus faible à l'extérieur qu'elle est forte juridiquement à l'intérieur vis-à-vis de nous. Personne ne la respecte. Vous voyez, Trump ne veut même pas recevoir von der Leyen, les Chinois non plus, les Russes non plus. Donc, ils s'acharnent sur nous en interne avec... Alors, ce que tu disais, moi, j'appelle ça un bunker juridique, mais en fait, bunker, c'est mal choisi parce que je n'avais pas trouvé le mot. Un bunker, c'est défensif. Un bunker, c'est relatif à la robustesse. Pour l'Union européenne, c'est différent. L'Union européenne, elle est juridiquement antifragile, au sens de Nicolas Taleb. C'est-à-dire que le temps qui passe et les crises la renforcent, paradoxalement. Le temps qui passe, pourquoi? Parce que ces gens-là, le temps démocratique, n'est pas le temps de l'Europe. Ces gens-là ont le temps. S'il y a un gouvernement un petit peu réticent, il finira par partir et on attendra qu'un autre plus conciliant soit aux manettes. Donc, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas élus. Ils ont juste à attendre et faire leur carrière. Donc, ça peut durer 1 décennie, 2 décennies, ça n'a pas d'importance. Quant aux crises, c'est là où ça peut sembler paradoxal, c'est que chaque crise devient un prétexte à un peu plus d'intégration européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en exergue l'incapacité de l'Europe à nous protéger, l'argument est toujours le même, il n'y a pas assez d'Europe. Alors, prenons par exemple la crise des subprimes. Quand on sait que l'Union européenne va même jusqu'à réguler la taille des containers de chasse d'eau, ils n'ont pas jugé nécessaire de s'occuper des subprimes. D'accord ? Tout ça parce qu'ils sont vérolés par les lobbies, les lobbies financiers. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut absolument faire l'Europe bancaire. D'accord ? Quelques années après, crise des dettes souveraines. Alors que c'est l'euro qui est à l'origine de la crise de la dette de la Grèce. Si la Grèce était restée à la drachme, jamais elle aurait pu s'endetter dans des proportions comme ça. Eh bien, conclusion, pas assez d'Europe. Il faut faire des dettes en commun. Crise sanitaire du Covid. Tu en as assez parlé dans tes émissions. Maintenant, il faut une Europe de la santé, paraît-il. Et maintenant, guerre en Ukraine, eh bien, il faut en commun, il faut plus d'Europe de la défense et mettre en commun un complexe militaro-industriel. Donc c'est ça, on est confronté à quelque chose qui est vraiment antifragile, qui se renforce d'année en année et qui ça devient de plus en plus difficile de lui échapper. André Bonnet, là-dessus, vous partagez l'analyse de Alain Falento sur le fait que ça soit une consistance non fragile, qu'elle se renforce. Finalement, c'est l'inertie. Elle se renforce avec l'inertie. Oui, alors c'est vrai parce qu'il y a une bunkérisation sur le plan démocratique. C'est vrai que peu importe ce que veulent les peuples, on se bunkérise. Et quand on prend cette comparaison, on pense notamment à Hitler qui est bunkérisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors qu'il a perdu toutes ses armées et qu'il lui reste quelques unités pour défendre le malheureux Berlin avant que les Russes n'interviennent dans la ville. Alors, par contre, la bunkérisation n'existait pas sur le plan juridique. Et je suis tout à fait d'accord avec ce trait qui vient d'être dit, c'est-à-dire que sur le plan intérieur, au contraire, la force est toujours là. Alors, elle s'appuie évidemment sur un système médiatique qui est complètement acquis. On parlait de l'omerta tout à l'heure, mais c'est incroyable, cette espèce de silence. Même si les dirigeants même parfois se trahissent, il y a des choses qui sont... Je fais juste une petite parenthèse. Dans mon livre, je parle de ce qui s'est passé à propos des influenceurs algériens, parce qu'en moment de redire les épreuves, je tombe sur une déclaration de Noël Barrot qui dit, voilà, nous allons faire le nécessaire au plan national, et puis si on n'y arrive pas, on passera au plan européen, en mentant, parce que sur ce plan-là, la compétence, elle est exclusivement européenne. En matière d'immigration, tout est européen, sauf le cas de personnes qui viennent avec un contrat de travail, une autorisation de travail, dans ce qu'on appelle des métiers en tension, avec déjà un poste en quelque sorte qui leur est offert. Mais sinon, pour tout le reste, l'asile, le regroupement familial, tout ça, c'est l'Europe, c'est uniquement l'Europe. Donc, on a un ministre qui continue à vouloir faire croire que c'est au plan européen qu'on va aller, mais une fois qu'on aura éclusé le plan national, alors que tout est déjà au plan européen. Donc, on continue à mentir sur les compétences qui ont été dévolues. Mais prenez même ce que vient de dire Emmanuel Macron. C'est quand même incroyable, par rapport à ce drame terrible de cette surveillante qui a été poignardée par un adolescent de 14 ans avec un couteau.
Alors, je passe sur l'annonce qui a été faite. On va faire une réglementation pour dire ce qui est un couteau. Enfin, bon, là c'est uburois. Je ne sais pas comment on peut prononcer de tels mots sans se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Et puis, André, je me permets, il y a des gens qui vont chez TF1. Il y a 3 jours, Bayrou était sur TF1 pour dire ça. En plus, il n'a pas honte de lui-même. Hein, tout de même. C'est incroyable, d'autant qu'en tribunal, on a ce qu'on appelle les armes par destination, si vous voulez. Donc, on n'a pas besoin de dire que le couteau doit faire telle épaisseur, etc. Si c'est un couteau et qu'il peut servir à tuer, sa destination, elle est acquise puisqu'il est capable de le faire. Bien. Donc, ça c'est incroyable. Mais Emmanuel Macron dit écoutez, on va voir au plan européen pour les mesures qu'on pourrait prendre. Et puis, si ça ne marche pas, on passera au plan national. Et c'est ahurissant comme phrase, parce que cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Il nous dit, je ne vais même pas essayer au plan national. Je vais tout de suite au plan européen. Le problème, c'est que si ça ne marche pas au plan européen, ça ne peut pas marcher au plan national, puisque les vraies compétences sont déjà au plan européen. Donc, même eux ne savent plus où ils en sont. Il y a une sorte d'aveu incroyable, mais ça ne les empêche pas, sur le plan juridique, avec cet appel de continuer à avancer. Alors, moi, ce qui me semble important, c'est que le sous-titre de mon livre, c'est « Sortir du traité de Lisbonne ». Si vous voulez, suite aux émissions qui sont déjà passées à propos de mon ouvrage, ce qui ressort souvent, c'est bon alors, que fait-on? Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'on peut en sortir? Alors, je n'ai pas eu le temps de lire l'ouvrage d'Alain Falanto sur Tout va bien se passer en ce qui concerne le Frexit. Moi, j'attire simplement l'attention sur le fait que ce qui nous bloque, c'est notamment les dispositions de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui, pour la première fois, fixe les conditions de sortir d'un État. Et ça, c'est ennuyeux parce que j'attire l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur le fait que oui, il y a un gouvernement des juges qui vont au-delà de ce qu'on leur demande, notamment la Cour européenne des droits de l'homme qui va au-delà des textes qu'elle est censée appliquer. Enfin, je n'insiste pas, c'est bien connu. Mais les magistrats en tant que tels, si un État décide de sortir de l'Union européenne sans respecter les conditions posées par ce traité lui-même, dans l'article 50, ce magistrat va être obligé de donner tort à son propre gouvernement, en disant pour sortir, vous auriez dû respecter la procédure que vous avez vous-même avalisée comme étant le point de sortie définitif. Alors, cet article 50, il a ensuite un inconvénient majeur par ailleurs, c'est qu'il est très, très incomplet, il est mal rédigé. Il y a un renvoi dans cet article 50 à un article 218, paragraphe 3 de l'article sur le fonctionnement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lequel il est question de modification de certains textes. Et finalement, ce qu'on arrive à comprendre, c'est qu'on va désigner un négociateur. Ce négociateur va être chargé de dire à l'État qui veut sortir, vous devez remplir telle et telle condition. Il faut que ce soit adopté ensuite par les États. Mais il y a une disposition qui pose problème, c'est si au bout de 2 ans, qui est le délai fixé, l'accord n'a pas été signé, eh bien voilà, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qui se passe. Alors certains dans certains tests disent, c'est pas compliqué, si au bout de 2 ans on n'est pas arrivé à un accord, l'État sort et c'est fini. On a simplement 2 ans de difficulté où on ne peut pas sortir alors qu'on voudrait sortir. Non, je crois que c'est plus compliqué que ça. Parce que vous avez, in fine, dans cet article 218, paragraphe 3, et puis les paragraphes qui en donnent l'application, vous avez un texte scélérat qui consiste à dire, sur un projet de sortie de ce type, on va demander son avis à la Cour de justice de l'Union européenne, et si son avis est négatif, l'accord ne peut pas être passé. Et donc, on ne peut pas avoir d'accord de sortie. Et les magistrats, à ce moment-là, seraient obligés de considérer que la sortie ne s'est pas faite dans des conditions légales, qu'elle est donc illégale, donc que l'accord ne peut pas entrer en vigueur, et donc on est toujours dans le traité de Lisbonne. Donc, la priorité, c'est de sortir du traité de Lisbonne. Alors, on peut lancer des procédures, mais il faut chaque fois avoir bien conscience des difficultés qu'on va rencontrer sur le plan juridique, sur mes anciens collègues magistrats qui vont faire leur métier, si les choses sont telles que je viens de le décrire, et il faut arriver à coincer en quelque sorte nos représentants, à les obliger à soumettre à nouveau un texte au peuple français, mais pas un référendum qui lui serait immédiatement court-circuité par le fait que le droit communautaire est désormais supérieur, y compris au référendum, mais un référendum qui porte sur le traité de Lisbonne lui-même. C'est-à-dire un référendum consistant à dire, vu ce qui s'est passé en 2005, nous demandons au peuple français de se reprononcer sur la suppression des amendements qui posaient problème, des modifications qui posaient problème dans le traité de Lisbonne. Et la piste à étudier, c'est donc d'aller dans ce sens-là, et je crois qu'on peut le faire. Alors, en naviguant entre les textes, l'article 11 en son alinéa 3, avec le référendum d'initiative participative, il y a quelque chose à en tirer où on pourrait, par les 10% d'électeurs qui pousseraient les parlementaires, un 5e au moins des membres du Parlement, à déposer une proposition pour qu'on repose une question aux Français, on pourrait arriver à peut-être à quelque chose, en tout cas une pression qui nécessairement déboucherait d'une façon ou d'une autre. Alors, je termine en disant que lorsque le débat a eu lieu, j'avais été frappé, et c'est relevé à juste titre par quelques intervenants, que souvent les tenants du oui disaient « Mais vous, quel est votre projet? Vous n'avez pas de projet. » Et les tenants du non ne voulaient pas de projet. Le seul projet qu'ils auraient eu, ça aurait été de revenir en arrière et de sortir des communautés européennes telles qu'elles étaient.
Donc, en fait, ils étaient en train de nous dire, il faut modifier, il faut faire quelque chose pour que l'Europe soit plus forte, et vous n'avez pas d'autres projets. Alors, ce que moi j'ai entrepris de faire, et je le soumettrai d'ailleurs, mon éditeur est d'ores et déjà d'accord, c'est rédiger un projet B, un plan B, avec les éléments essentiels qui pourraient former la base d'un texte qu'on pourrait proposer donc aux parlementaires en leur disant, voilà, vous avez 10% des électeurs qui veulent que ce projet soit soumis à référendum, nous voulons que vous prononciez sur l'utilité. Et au moins, le débat serait relancé et on n'aurait plus le silence pesant qui empêche l'autorité de revenir à la lumière. Bon, mais c'est très intéressant. André Bonnet, d'ailleurs, on rappelle pour nos téléspectateurs Toxin ce matin qui nous rejoignent pour cette émission haut de gamme entre Alain Falento, entrepreneur et conseiller économique, auteur de 30 ans après Maastricht, sortie de l'Europe, chez Riposte Laïque et dernièrement Frexit, tout va bien se passer toujours, et chez Résistance Républicaine, et André Bonnet sur ce livre-là, notamment les preuves de la trahison démocratique, vraiment très intéressant. Là-dessus, on rappelle, André Bonnet, que cette analyse-là, vous êtes ancien magistrat, donc vous avez quelques connaissances un peu spécialisées et pointues sur la question, et c'est intéressant de le savoir aussi, de mettre ça en perspective. Et j'attire l'attention parce que je parlais tout à l'heure du livre d'Alain Falento que je n'ai pas lu, mais son point de vue, et sûrement ça va bien se passer, parce que sur le plan économique, on vous dit que vous allez être ruiné si vous quittez l'Europe, alors que ce n'est pas vrai, alors que c'est absolument faux. Moi, là, dans ce que je suis en train de dire, bien sûr, l'aspect économique, je le traite aussi, mais ce que je suis en train de dire, c'est que sur le plan juridique, oui, ça peut bien se passer, mais il faut prendre les étapes pour ne pas se heurter à un mur qui sera celui des magistrats dans chacun des gouvernements. Je pense même que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, avec les hésitations du gouvernement britannique de l'époque à signer l'accord, c'était que s'il sortait sans une signature en bonne et due forme, il savait qu'il serait ensuite coincé par ses propres magistrats. Oui. Alain, je suis sûr que tu trépignes de répondre à tout ça. Bunker juridique, je crois qu'André Bonnet en a esquissé quand même les grandes lignes. Il y a des espoirs aussi de pouvoir sortir. Là-dessus, quelle est ta réaction et ton analyse? Je vais revenir très rapidement ce que vous avez dit au début, c'est que nos dirigeants n'ont plus la main sur rien, mais ils en ont conscience. Moi, je pense qu'ils en ont vraiment conscience, mais simplement, ils ne peuvent pas se permettre de le montrer, sinon c'est leur propre utilité qui est mise en question. D'ailleurs, regardez, vous avez vu cette interview du président Lula. Sur LCI. À un moment, on lui demande est-ce qu'il est possible de signer, que l'Europe signe ce traité de Mercosur sans la France? Et il dit, et qu'est-ce qu'il répond? Bien entendu, mais c'est mieux si on signe. Et Macron va être obligé d'accepter parce qu'il sait très bien que ça ne dépend pas de lui. Il ne peut pas nous le dire. Il n'a pas la majorité qualifiée qui lui permettrait de faire obstacle. Donc, exactement. Il est obligé de se coucher. Il n'a pas le choix. Maintenant, revenons un peu sur cette fameuse loi sur l'immigration, si vous vous souvenez, qui avait fait couler tant d'encre. Le problème, c'est que les journalistes ne font pas de suivi du parcours législatif. Qu'est-ce qu'il en reste de cette loi actuellement? Rien. Absolument rien. Chaque semaine qui passe, quand je me renseigne un peu, je vois un nouveau pan qui a été détruit ravagé par le Conseil constitutionnel. Tout ce qui reste de cette loi, c'est une nouvelle filière d'immigration pour les soi-disant métiers en tension. Ils se foutent de nous depuis des années en faisant croire qu'ils ont encore la main sur quelque chose. Par exemple, c'est M. Retailleau qui disait qu'il suffisait de modifier l'article 55 de la Constitution pour résoudre tous nos problèmes, comme ça que les lois nationales allaient s'imposer directement sur tous les traités et les lois européennes comme si personne n'y avait pensé avant lui. Et le pire, c'est que nous... C'est impensable de dire quelque chose comme cela quand on est ministre actuel. Eh ben oui, mais ça passe parce que, vous savez, ce que je disais à Nicolas, c'est que nous, on est des profanes. Je veux dire, vous êtes un professionnel de la loi, de la Constitution. Nicolas est un professionnel, il est obligé aussi de se renseigner. Moi, ça me passionne. Mais pour les gens, je dirais, les autres, c'est juste la Constitution, c'est loin. On est concerné par la justice administrative, éventuellement la correctionnelle, quand ça va très mal, la cour d'assises, mais la Constitution, c'est loin pour nous. Et pour paraphraser une phrase du comte de Montalembert qui disait que vous avez beau ne pas vous intéresser à la politique, elle s'intéresse à vous. Eh bien, la Constitution, c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez beau ne pas vous intéresser à la Constitution, malheureusement, elle s'intéresse à votre vie quotidienne. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment conscience que les traités européens se sont ramifiés au sein de notre Constitution et que la plupart du temps, les juges constitutionnels ne font que leur travail. C'est ça le pire. On a l'impression qu'ils font du zèle, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, entendre des gens comme M. Retailleau prétendre qu'il suffit de modifier l'article 55 de la Constitution pour résoudre tous les problèmes, alors qu'en fait, ça ferait que créer de l'inconsistance logique au sein de la Constitution,
Et ça empirerait encore la situation, puisque ce serait au même juge constitutionnel de trancher. Donc en fait, on ferait qu'empirer la situation actuelle. Donc c'est certainement. Et la France serait condamnée par la. Et on serait condamné de toute façon. Alors pour résoudre nos problèmes, il n'y a que 4 solutions. D'accord, il y a soit la désobéissance au traité qui est prônée par certains. Vous trouverez en face de vous les juges constitutionnels, et ils auront raison. Et à mon avis, c'est pas sérieux de parler de désobéissance au traité. Ça me donc la politique de la chaise vide pour toi, Alain, c'est pas bon. Même les magistrats de base, s'estimeront être les premiers juges européens, et c'est effectivement ce qu'ils sont. Mais la politique de la chaise vide, mon cher Nicolas, n'est même plus possible parce qu'il n'y a plus l'unanimité au Conseil. Donc, tu peux laisser ta chaise vide autant que tu veux, ça ne change rien. Donc la désobéissance, c'est pas possible. Alors certains prétendent négocier, mais pourquoi voulez-vous que l'Europe négocie? C'est pas une structure vous avez signé un traité où vous avez transféré toutes les compétences. n'a aucun intérêt à négocier. Alors bien sûr, on vous dira pas non. Mais on vous ensablera, ça durera 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis après, on oubliera même l'existence de cette négociation qui n'aboutira absolument à rien. Ensuite, vous avez la sortie par l'article 50 qui pose des problèmes. Vous l'avez, bien évidemment, vous connaissez ça mieux que tout le monde. Mais au moins, c'est éprouvé au combat. On a l'exemple du Royaume-Uni, on sait au moins que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et puis, vous avez la 4e voie que vous introduisez, Monsieur Bonnet, qui consiste à dire, si j'ai bien compris, on dénonce le traité de Lisbonne, on essaye en tout cas, et on revient au traité antérieur. C'est bien, très bien. Et intellectuellement, enfin, je veux dire, votre démonstration, elle est imparable, d'accord ? Vous n'êtes pas, c'est pas réfutable ce que vous dites. Simplement, moi, j'ai quelques objections quant à la faisabilité de la chose. Déjà, vous dites, moi je suis d'accord avec vous, c'est une forfaiture, d'accord ? Très bien. Simplement, moi je pense à Bertrand Russell dans traité sur la fumisterie intellectuelle qui dit: si vous me donnez suffisamment de moyens, j'arriverai à faire croire à tout le monde que l'eau gèle à 100 degrés et que 2 et 2 font 3. Donc quand tous les médias sont contre vous, vous aurez du mal à faire valoir votre point de vue face à cette meute. Deuxième chose, le traité de Lisbonne a été ratifié par des députés élus par le peuple. Et on ne peut pas écarter ça d'un revers de main, à mon avis. Même s'il y a eu forfaiture avant, ces gens-là ont été élus et ont ratifié le traité. Donc ça peut être, je pense qu'on peut considérer ça comme un changement d'avis du peuple. C'est comme ça que le verraient d'ailleurs probablement nos partenaires européens. À considérer même que vous parveniez à dénoncer le traité de Lisbonne. Comment pensez-vous que sera la réaction de l'Union européenne, l'entité juridique Union européenne et des partenaires européens? Je doute fort qu'ils voient ça d'un bon œil et qu'ils aient la même lecture que vous des traités. Et à supposer même qu'ils aient la même lecture. Là, on est déjà dans des queues de distribution de probabilité de l'ordre du millionième. À supposer même qu'ils aillent dans votre sens et qu'ils vous disent très bien, vous avez raison, ce que vous dites est imparable et parfaitement justifié. Donc, on va dénoncer le traité de Lisbonne et on revient au traité précédent. Mais vous restez quand même dans l'euro. Et donc, on conserverait quand même notre principal problème. Donc voilà, c'est ça ce que j'objecterais à ce que vous... Oui, alors... André, allez, à vous. Non, mais les objections sont bienvenues. La démarche que je propose, alors, on a un désaccord. Les parlementaires élus dans le cadre d'une procédure de congrès n'ont pas la même autorité que le référendum. Le référendum est nécessairement supérieur. Ils sont toujours encadrés par la Constitution et le référendum et la Constitution sont au-dessus de cette procédure-là. Donc, c'est pour ça que les possibilités de réviser la Constitution par l'article 89 sont limitées. Certains points sont interdits. Mais une fois que le référendum s'est prononcé, c'est ce qu'avait reconnu le Conseil constitutionnel en 1962 à propos de l'élection du président de la République au suffrage universel. Le Conseil constitutionnel a dit à l'époque, mais moi, je ne peux pas me prononcer sur la façon directe dont s'est exprimé le peuple. Donc, je pense que cette ratification qui vaudrait autant que le vote référendaire, sur le plan juridique, à mon sens, elle n'est pas bonne. Mais bon. Mais ils vous diront que c'est pas le même traité. Ils vous diront que c'est pas le même traité, que c'est différent. Et oui, mais non, mais ils ne peuvent pas, par un deuxième traité,
dire le contraire de ce qui a été voté auparavant, surtout en faisant croire que c'est le même texte. Vous voyez, c'est ça la forfaiture. Donc, il ne pouvait pas, à mon sens, c'était impossible de dire que ce qui s'est passé en février 2008, c'est une ratification qui a une valeur juridique. Elle n'a pas de valeur juridique. C'est illégitime. Tout l'état de droit aujourd'hui a été subverti. Je le dis avec force. On nous parle tout le temps de l'état de droit. Il a été totalement subverti par ce qui s'est passé en février 2008, où les représentants des Français ont sciemment, en faisant croire qu'ils respectaient le vote des Français, comme je l'ai rappelé dans la phrase de Sarkozy tout à l'heure, ont sciemment dit le contraire de ce qu'avait dit le vote référendaire. Donc ça me semble important parce que c'est un élément fondamental pour ensuite faire pression. À mon sens, je vous rejoins tout à fait, il est évident que les demandes de modification se heurteront à un mur, ça c'est évident. Ce que je dis simplement, c'est que la première chose à faire, c'est à faire apparaître la réalité en public, parce qu'il y aurait une procédure qui serait lancée avec un impact juridique, comme celui qui est prévu à l'article 11, alinéa 3 avec le référendum participatif, qu'il y ait à nouveau ce débat. Évidemment que ça va se heurter à un mur, mais la grande force de la France, c'est si elle n'est pas là, l'Europe disparaît. Oui. Si elle n'est pas là, l'Europe disparaît. C'est-à-dire que si la France fait partir en un premier temps le message auprès de ses propres représentants, ce que vous avez fait, c'est un vrai scandale. Nous voulons que ce que vous avez fait soit effacé, nous l'exigeons. Nous voulons un référendum sur cet effacement pour qu'on revienne à ce que nous avions décidé en 2005. Et aujourd'hui, on voit bien les effets pervers de ce qui s'est passé depuis avec le nouveau traité. Et on a tous les éléments en plus pour dire à quel point c'était négatif ce projet de texte. Donc, nous relançons le débat sur ce point-là. Nous demandons qu'on abandonne tout ce qui a été fait par le traité de Lisbonne parce que notre peuple a refusé tout cela et qu'on ne peut pas admettre que ça reste dans l'ordre juridique. Et si en face, on se heurte à un refus, si ce refus, évidemment, se produit, ce qui sera certain, ben la France, elle est légitime vraiment à rentrer dans une procédure de Frexit, y compris à dire, si vous ne respectez pas le vote de mon peuple, si après que je vous ai démontré que mon peuple a dit non, si après que j'ai démontré que vous avez sciemment, vous-même, tous de façon cynique, décidé de tuer le vote des Français de façon volontaire, si vous n'acceptez pas de revenir en arrière, je suis légitime, moi, à partir. Et je pars, même si vous n'êtes pas d'accord. Et je pars, même si la Cour de justice n'est pas d'accord, parce que j'ai amené tout un matériau qui permet de poser les termes du débat et du bras de fer d'une telle façon que l'adversaire est déstabilisé. Parce que là, il ne l'est pas déstabilisé. Il va jouer sur l'inconscience, sur l'ignorance complète des termes du débat, et il n'est pas en position de défense. Donc, il faut le mettre en position de défense et ensuite poser le bras de fer pour obliger les choses à bouger. Alain, à ce sujet-là, on se rejoint évidemment sur cette deuxième étape. On est obligé de passer sur la menace du Frexit ensuite, c'est évident. Oui, c'est ça. Donc tôt ou tard, on revient sur le chemin de la sortie. Mais simplement, une fois Lisbonne dénoncée, on n'a même plus l'article 50. Mais au contraire, c'est ça qui est bien. Oui. Donc c'est la Convention de Vienne alors. C'est la Convention de Vienne sur la possibilité pour tout État de se retirer d'un traité. Là, actuellement, on est obligé de demander leur avis à ceux dont on ne veut plus. Vous voyez, en fait, sous prétexte d'ouvrir une procédure de sortie, on a refermé de façon scélérate la possibilité pour les États de faire ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Et ça, c'est une nouvelle trahison parce qu'on a dissimulé sur cette procédure apparemment favorable un enserrement, une nasse qui se resserre encore davantage. Et ça, il faut en sortir. Et si on sort du traité de Lisbonne, on retrouve notre liberté et on ne peut plus être obligé de passer sous les fourches cobines. Et tous les partisans de l'Europe qui auront vu effectivement à quel point la forfaiture est immense seront quand même très embêtés. On ne leur dit pas qu'on sort de l'Europe. Dans le plan B que je suis en train de préparer, on garde les institutions telles qu'elles sont. On ne va pas tout flanquer par terre. Ça n'a pas de sens. Par contre, on modifie à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ce qui est nécessaire pour que le traité de Lisbonne soit effacé. Dans ce qu'il a de plus pervers, notamment l'érection de l'Union européenne en une personne juridique autonome. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens n'ont pas compris qu'on avait désormais un État face à nous. C'est plus nous qui travaillons, c'est l'État qui travaille et qui nous donne des ordres. André Bonnet, je pose une question et après je te laisse la parole, Alain. Merci messieurs d'être là ce matin. C'est vraiment un débat très passionnant, technique, mais vraiment très accessible et passionnant. Et je vous remercie de rendre tout ça intelligible. André, si je vous suis bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le plan B que vous êtes en train de préparer, d'ailleurs, à première vue, chez le même éditeur, hein, si je m'abuse, je me parais révélé chez l'artilleur Toucan. Et on a hâte de lire ça, bien entendu. C'est-à-dire que c'est la récupération totale et immédiate de la souveraineté. On est d'accord par rapport à ça. C'est d'enlever tout ce qui, dans le traité de Lisbonne, nous empêche définitivement d'agir pour retrouver ensuite la totalité de sa souveraineté. En fait, il faut réorienter le traité. Mais vous savez, il y a des phrases qui sont décisives. Si on les introduit et qu'un nouveau référendum aboutit à ce résultat,
même l'inflexion, même les buts théologiques que se sont donnés les européistes acharnés ne pourra plus être suivi d'effet de la même façon. Dans les articles initiaux, vous avez des grandes proclamations, vous en changez 2 ou 3, vous changez l'orientation générale du traité. Si vous remettez au premier plan le fait sur le plan économique il faut abandonner l'histoire de la concurrence libre et non faussée pour revenir à une prise en compte justement des distorsions de concurrence entre les États et la France, etc., vous cassez net toutes les possibles décisions qui seraient prises par l'Europe. Alors après, dans le plan B, il y a un plan B bis aussi, parce que vous avez la procédure de révision des traités qui existe. Cette fois-ci, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Et il est possible, lorsqu'on veut une modification de la 3e partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est là où il y a tout le concret, si vous voulez, de toutes les compétences qu'on leur donne. Il y en a quelques-unes qui sont un peu ailleurs, mais là, on a quand même l'essentiel. Eh bien, on peut demander une révision, là aussi, du traité. Donc, un gouvernement tout seul, le gouvernement de la France, peut introduire le débat en disant on veut une modification du traité, ne serait-ce que par la procédure de révision. Et là, on a la possibilité aussi d'effacer beaucoup de principes qui ont été posés par cette 3e partie et qui ont abouti à la suppression des souverainetés. Vous savez, une fois qu'on aura écrit un certain nombre de choses, on aura vidé de l'intérieur, de son venin, cette espèce de création maléfique qu'est l'Union européenne. Alain, à ce sujet-là ? Oui. D'abord, il y a un problème quand même qu'il faut évoquer, c'est le problème du temps. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous proposez, c'est brillant intellectuellement, mais le problème c'est qu'on est pressé quand même. On est pressé financièrement. Moi, c'est la première fois, ça fait 25 ans que je suis dans le monde économique et financier, c'est la première fois que j'entends parler de la mise sous tutelle de la France. Ouais. Ça n'a jamais été évoqué. C'est pour dire. Pourtant, on en a parlé, Alain, on a une interview. On en a parlé il y a des années. Mais bon, là, on y est. C'est pas le moment. C'est vrai que tu le disais souvent. Tu disais c'est pas encore le cas où ça va pas arriver. Là, c'est vrai que maintenant, on commence à en parler. Vous voulez, le problème, c'est que on revient au même problème, c'est que les institutions européennes ont le temps et nous pas. Voilà, c'est pour ça que je ne vois pas d'issue hors d'une sortie assez rapide et brutale. Même si tout ça pourrait se passer intelligemment, parce que dans un monde idéal, les Allemands nous laisseraient reprendre notre monnaie, flotter un petit peu par rapport à l'euro, comme l'était le système monétaire européen, nous donner un peu d'oxygène à nous et aux pays du Sud. Ça pourrait se passer intelligemment, mais ça n'arrivera pas. Ils se braqueront comme ils l'ont toujours fait et ils s'opposeront à toute forme de modification des traités. Donc c'est pour ça que je pense malheureusement que cette solution intelligente ne pourra pas être mise en place, hélas. Vous avez raison sur le temps. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que le temps nous est compté désormais. Mais le drame, c'est que ce qui me semble souhaitable, c'est d'annoncer la sortie de l'Union européenne aujourd'hui, mais de lancer tout de suite le débat d'une façon telle que l'adversaire ne puisse pas, une fois de plus, dire bon, c'est le Frexit, bon, c'est quoi? C'est M. Florian, c'est M. Philippot, c'est M. Asselineau, ça représente 0,8%, et puis voilà, et on n'en parle plus. Dans la distribution des partis politiques qui sont actuellement représentés au Parlement, vous voyez bien que personne n'envisage, parce que l'analyse, me semble-t-il, dans certains cas, n'a pas été faite suffisamment loin. Donc, l'idée, c'est évidemment de dire le but, c'est de sortir de ce traité, il faut en sortir, et le cas échéant, sortir de l'Union européenne et de l'euro. Mais si on lance pas, si vous voulez, si on n'oblige pas le débat à sortir de cette petite partie des médias qui sont de plus en plus puissants, heureusement, que sont les médias alternatifs, il ne débouchera pas. Donc, il n'y aura pas de vote demandant le Frexit. On est saisi par l'urgence. Je vous rejoins à 100%. Mais comment faire pour que, en face, il soit obligé de laisser ressurgir le débat qui ensuite va nécessairement aboutir à la décision, oui ou non, d'en tirer les conséquences. Messieurs, il nous reste encore 6-7 minutes. On va aller au-delà de ce que j'avais prévu pour cette émission, mais c'est tellement passionnant que j'ai envie de vous entendre. Et André Bonnet, vous me tendez une perche incroyable, c'est-à-dire le surgir le débat dans l'espace public. Est-ce qu'à un moment donné, on a bien vu que les médias de grand chemin, mainstream, ce que vous voulez, ne vont pas faire le job. Ils l'ont à peu près jamais fait. Ils ont même fait le job pour le oui. Il faut quand même toujours se rappeler que les médias mainstream étaient tous pour le oui, manifestement. Est-ce que la pression populaire, alors je vais être un peu romantique ce matin, est-ce que la pression populaire au regard de l'effondrement économique, les agriculteurs, l'immigration et tous les sujets qui sont l'émanation même des décisions absolument désastreuses de l'Union européenne ou des injonctions, pourrait à un moment donné faire basculer une partie de la population dans la nécessité urgente de sortir de l'Union européenne, donc de porter le débat très rapidement. J'aurais vous entendre tous les deux là-dessus. Alain pour commencer, André Bonnet ensuite. Eh bien, malheureusement,
J'aimerais bien que ce soit possible, mais je ne pense pas parce que, Oui. disons, la chaîne de causalité entre notre appartenance à l'Union européenne et la situation que nous vivons n'est pas évidente. D'accord ? Il faut la faire éclater. Et je pense qu'il n'y a que l'aspect migratoire qui peut obtenir ça. Parce que là, c'est assez évident. Je veux dire, pour les gens, c'est évident que si tu arrêtes quelqu'un, que tu ne peux pas l'expulser, il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont avoir envie de savoir pourquoi. Et quand on va leur dire que l'immigration est du ressort exclusif de l'Union européenne, là ça fait un choc. Ça fait tout de suite un électrochoc. Alors que les problèmes économiques, on va te dire que tu dépenses trop, qu'il faut faire des économies. On va s'orienter directement vers ce que les économistes appellent la dévaluation interne, comme ils disent. Oui. La dévaluation sociale, Voilà, dévaluation interne. Ouais. Et donc, les gens vont croire ça. Vont dire, oui, c'est vrai, on dépense trop, on vit trop bien. Donc, je pense vraiment, il n'y a que l'immigration. Il n'y a que par le biais de l'immigration qu'on peut faire comprendre tout ceci. Je me permets, avant de donner la parole à André Bonnet, c'est que tout de même, je te suis là-dessus, mais regarde le RN dans son ensemble, regarde Éric Zemmour ou regarde les autres, ceux qui sont là-dessus, à un moment donné, ils essaient de faire croire aux Français que eux seuls, à un moment donné, aux manettes de l'Élysée, pourront avoir la latitude nécessaire pour l'immigration, alors que j'ai envie de dire qu'ils se moquent des gens, ils se moquent de leurs électeurs et ça pèse quand même plusieurs millions de Français. Oui, mais ils ont besoin d'être élus, c'est pour ça. Ouais. Ils ont besoin d'être élus. Oui, alors ils se moquent. Je pense que plus précisément, ils n'ont pas analysé toutes les conséquences du traité de Lisbonne. C'est ce que j'ai démontré. Enfin, il me semble que c'est ce qui est apparu dans la condamnation de Marine Le Pen. En fait, avant, vous élisiez un député de la France en Europe. Désormais, avec le traité de Lisbonne, vous élisez quelqu'un de l'Europe qui va porter la voix en France. Donc, les assistants parlementaires ne peuvent plus travailler pour la France, pour le problème français. Ils doivent travailler pour que l'Europe soit plus puissante en France. Donc, quand on a vu ça, on comprend un petit peu pourquoi la condamnation est tombée. Et je pense que ça n'a pas été parfaitement analysé. On continue à croire en France que la Constitution est supérieure au droit européen. On n'a toujours pas admis cette chose. Et on continue à croire que les députés européens représentent nos intérêts en Europe. Alors que c'est l'inverse. C'est un des points les plus difficiles à traiter dans ce plan B sur lequel je suis en train de travailler, parce que la différence entre la représentation en Europe et au Parlement européen et la représentation nationale n'est pas admissible. On a fait les choses de telle façon que généralement on donne à des gêneurs ou à des gens dont on veut se débarrasser un bâton de maréchal en les faisant élire au Parlement européen. Mais on fait partir là-bas également les pires dont on ne veut pas en France dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire les pires écologistes, les pires gauchistes, etc. Et vous avez au Parlement européen donc des gens qui n'ont plus rien à voir avec le vote qui a été obtenu sur le plan national. Et donc on a une dichotomie, excusez-moi, une séparation complète entre ce qui se passe au Parlement européen et ce qui se passe. Alors ça, c'est assez compliqué. Je crois avoir trouvé une solution, mais c'est assez compliqué à résoudre. C'est pareil pour la Commission. Hein. C'est une décharge, hein. C'est une poubelle. Hein. Alors, bien sûr. Et alors, ce qui me semble intéressant, vous voyez, il y a des points qu'on peut agir. Je prends l'article 11 dans son alinéa 3, c'est-à-dire le référendum d'initiative participative. C'est-à-dire qu'il faut qu'une proposition de loi soit déposée, présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, et ensuite qu'il y ait 10% d'électeurs qui la soutiennent. Et donc, on dit il faut d'abord passer par la proposition de loi, mais trouver aujourd'hui 125 parlementaires, donc à la fois Sénat et Parlement, qui déposeraient une proposition de loi qui irait contre le traité de Lisbonne, il faut se lever le matin, très tôt. Bien. Mais ce qu'on peut faire, puisqu'il s'agit de porter le débat, ce qu'on peut faire, c'est lancer une procédure en disant nous demandons à récupérer 10% de votes de Français qui demandent qu'une proposition de loi soit déposée. Et une fois qu'on a obtenu ça, ce qui peut se faire concrètement, et ce n'est pas hors d'atteinte, aller voir les parlementaires en leur disant vous avez à nouveau le peuple qui s'exprime là. Donc la proposition de loi qui est exigée pour qu'on puisse passer dans le système constitutionnel, vous allez la déposer et vous aurez ensuite le recueil de ces votes. Voyez. Et là, ces parlementaires, ils sont pris, si vous voulez, le dos au mur. Ils ont 10% du corps électoral qui dit nous voulons que le vote de 2005 soit respecté, donc on vous demande de déposer telle proposition de loi qui soit soumise au référendum, et puis ils refusent. Alors qu'il y a déjà ce corps électoral qui s'est prononcé, mais au moins les journalistes seront obligés de parler de ce débat. Et donc, on les prend là à nouveau à contre-pied. Alors, on va nous répondre non, mais il faut commencer par la proposition de loi. Et puis, c'est une proposition de loi, ça peut être pas un référendum au sens strict du terme, etc. Mais ce n'est pas grave. Là, on fait apparaître à nouveau le débat. Et ensuite, vu la façon dont les choses se passent, on est en bonne position pour dire bon, puisque c'est comme ça, l'Europe ne peut pas exister sans la France, et bien la France s'en va. Ou alors, vous faites ce que vous voulez. Là-dessus, Alain, pour terminer. Oui, non, mais ça, moi, je pense que ça ne va pas se passer tout seul quand même, d'accord. Malheureusement, il y a beaucoup d'étapes à franchir et je ne suis pas certain que l'opinion publique soit très motivée parce que je vous dis déjà, qui se souvient de ce qu'est Lisbonne?
Oui, mais je vous rejoins, vous avez raison. Cette proposition de loi, enfin, c'est 10% qu'il faut rechercher. Il faut mettre l'accent sur l'aspect lutte contre l'immigration de masse. Oui. Et là, vous avez de bonnes chances d'obtenir 10% du corps électoral. Oui. Vous voyez, Oui, mais il faut la présenter de telle façon que le résultat de cette consultation spontanée, vraiment, aboutisse à coincer les parlementaires qui vont être obligés de dire ben non, on n'en veut pas. C'est nous, parlementaires, qui n'en voulons pas. Voilà. Et à ce moment-là, les choses sont claires et à l'élection suivante, les Français peuvent en tirer les conséquences. Oui, mais regardez, en plus, je me permets de terminer et de conclure là-dessus. Regardez ce qui s'est passé pendant les ZFE, même sans parler des 10% du suffrage. Regardez, les Français ont quand même, pas en majorité, mais ils ont été nombreux à contester les ZFE. Il n'y a pourtant pas eu de grande manif. Et les députés, les parlementaires ont été obligés, contraints, ne serait-ce que par les réseaux sociaux et le niveau de l'eau qui a monté, d'un moment donné, d'aller voter l'abrogation de la loi, du moins des ZFE, pardon. Vous voyez comme quoi il y a un peu d'espoir aussi. C'est le quotidien. C'est quelque chose du quotidien. Voilà, tu as raison. Et pour aller dans le sens de l'espoir, jamais on n'aurait pensé, par exemple en Roumanie, que ce qui s'est passé avec Georgescu se déroulerait. C'était quasiment impensable. Regardez ce qui vient de se passer en Pologne aussi. Certes, le score a été très, très serré, mais il y a encore quelques mois, personne ne disait que ce serait le camp des souverainistes nationalistes qui l'emporterait. Si vous voulez, il y a actuellement des phénomènes où c'est l'inattendu qui prévaut. C'est l'inattendu parce qu'il y a effectivement une lassitude complète, une prise de conscience quand même malgré tout de la part de l'ensemble des peuples que ce qui est en train de se passer les conduit à leur perte. Et de ce point de vue-là, y compris le conflit ukrainien avec cette fuite en avant invraisemblable pour créer une guerre avec la Russie, même nucléaire, peut alerter de plus en plus les gens qui vont comprendre que c'est leur survie désormais qui est en jeu si on continue à laisser cette affaire se dérouler telle qu'elle a l'air de se dérouler. Dans ce cas précis, il faut justement demander une stricte application des traités, c'est-à-dire de suivre la politique de l'OTAN comme c'est dit dans le traité de Lisbonne. Attendez, parce que si Trump se retire, l'OTAN ne fait plus la guerre. Voilà. C'est-à-dire que si les Européens continuent la guerre, ils violent le traité. Parce que dans le traité, il est dit qu'on doit toujours être compatible avec l'OTAN. Donc, si l'OTAN se vide de sa composante américaine, ce qui est parfaitement possible, parce qu'avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, les émeutes qui vont se développer dans les villes contrôlées par les démocrates, là, si vous voulez, aux États-Unis, il est en train de se passer un affrontement qui va montrer si oui ou non force reste à la loi, ou si c'est la masse des immigrants déjà en place qui l'emporte. C'est ça qui va être démontré aux États-Unis. Bon, si la France se retire de l'OTAN ne continue pas la guerre, c'est les Européens qui la continuent tout seuls. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire la guerre si ce n'est pas compatible avec la politique de l'OTAN. C'est écrit dans le traité. Là, pour une fois, il y a une disposition sur le traité qui est intéressante. Il faut l'appliquer, effectivement. Oui, encore faut-il que le sale gosse de l'Élysée prenne en compte tout ça. Je ne suis pas sûr que ça atteigne le fin fond de son intelligence. En tout cas, messieurs, merci en tout cas. Et d'ailleurs, pour parler des peuples, on a reçu juste avant vous Dostena Angelova, qui était un duplex de Sofia et qui nous a parlé notamment des Bulgares aujourd'hui qui, pas en grande majorité, mais beaucoup de Bulgares refusent l'injonction à un moment donné de passer à l'euro en 2026. Elle nous en a parlé intéressant et ça rejoint typiquement et précisément ce que vous disiez aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans ce... J'ajoute un dernier mot. Vous avez vu qu'Orban commence à penser à sortir de l'euro ou de l'Europe. Eh oui. Et oui, c'est pour ça que ça commence à bouger, à craquer dans tous les sens. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, merci, messieurs. On a passé un très bon moment. C'était passionnant. Alain Falento, entrepreneur, conseiller économique, notamment auteur, vous le savez, on l'a déjà reçu 30 ans après Maastricht, notamment aux éditions Riposte Laïque. Ensuite, ce très bon livre, je vous invite à vous le procurer, Frexit, tout va bien se passer aux éditions Résistance Républicaine, que j'ai préfacé parce que le livre est très bon. Et bien sûr, André Bonnet, ancien magistrat et avocat aujourd'hui, les preuves de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne aux très bonnes éditions de l'Artilleur. Vraiment, achetez ces 3 livres, vous allez vous régaler. Ça va. Il y a un petit côté printanier, prime sautier dans ces lectures, en tout cas, qui sont extrêmement intéressantes et ça permet de structurer, de se structurer intelligemment et puis de faire vivre le débat. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Merci, Nicolas. Dans cette excellente discussion. Merci pour votre intelligence, votre pertinence et surtout vos solutions, parce que Toxin aussi, c'est la première matinale de France sur YouTube où on essaie d'apporter des solutions et de l'espoir à nous tous Français pour que ce pays redevienne ce qu'il a été, c'est-à-dire grandiloquent, serein et épris de liberté individuelle et publique. Merci, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci d'être venus sur Toxin. Au revoir.